Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Spleen et Idéal. Je suis très contente de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Je continue mon tour de l'Orient avec un pays qui a aussi une place très chère dans mon cœur. Je suis très intéressée par la culture égyptienne, pays, la population, la nourriture, la musique, les histoires, la mythologie. C'est quelque chose qui me passionne véritablement. J'espère pouvoir y aller très prochainement. Mais en attendant, je voyage avec des lectures. C'est ça qui est bien avec la littérature. Ce sont des lectures qui datent d'il y a quand même 2 mois. Je suis bien en retard. C'est plus aussi frais dans ma tête, donc je vais utiliser mes notes. La première lecture égyptienne que je vous présente est Ferdaous, une voix en enfer, de Nawal El-Sadawi. C'est le recueil d'un témoignage, celui d'une femme qui s'apprête à être pendue parce qu'elle a assassiné un homme. L'autrice, qui est psychiatre, est connue pour lutter contre toute forme de machisme, de sexisme envers les femmes, et donc elle se rend dans une prison du Caire. La détenue, Ferdaous, qui signifie paradis en arabe, l'intrigue beaucoup. Elle demande à la voir, à lui parler, et à partir de là, on découvre l'histoire de Ferdaous, racontée sous une forme romancée mais fidèle à sa vie. Et dans ce récit enchâssé, on apprend à travers Ferdaous ce que beaucoup de femmes égyptiennes ont vécu et continuent de vivre, notamment l'inceste, les mariages arrangés, les violences conjugales et la prostitution. Je dis femmes égyptiennes, mais cela s'étend évidemment à d'autres femmes de nationalités différentes. Comme vous en doutez, avec les thèmes abordés et cette sentence qui se balade à chaque page, telle une épée de Damoclès finalement, c'est pas un livre qu'on lit d'une traite. C'est une lecture engagée et comme bien des lectures de ce type, elle est émouvante, révoltante et elle nous prend au corps. J'ai beaucoup apprécié. Ma prochaine lecture est L'immeuble Yacoubien d'Ala El Aswani, publié en 2010. Alors, l'intrigue de ce roman se situe majoritairement à l'immeuble Yacoubien, construit en plein cœur du Caire dans les années 1930, je crois. L'immeuble, c'est le témoin de personnages qui se croisent ou s'ignorent, parce que certains y vivent, d'autres sont simplement de passage, parce qu'ils ont leur bureau, une connaissance ou autre. Et donc, nous rencontrons Taha, le fils d'un concierge qui a pour ambition de devenir policier, Hatem, un journaliste homosexuel, Zakibé, un vieil aristocrate, Azam, un affairiste, et puis Boussaïna qui rêve d'indépendance sans avoir à subir les attitudes lubriques des hommes. Roman moderne qui, à l'image de Zola ou de Balzac, utilise ces personnages comme une satire en explorant et en montrant leurs attitudes, leurs vices, les choses moins jolies. Parce que des choses pas jolies, nos personnages en vivent et en subissent. Par exemple, les inégalités sociales avec Taha, qui, malgré sa forte ambition, fait face à une institution désuète qui s'attache encore au statut social de ses candidats. L'absence de liberté sexuelle, que ce soit avec l'homosexualité ou bien du côté des femmes, qui ont un quotidien quand même entravé de protocoles qui étouffent et empêchent toute spontanéité ou liberté. Il y a aussi la corruption politique qui est très présente, mais ça on le retrouve un peu en leitmotiv des romans égyptiens. L'auteur nous montre un panorama de la société égyptienne, avec la singularité de ses individus, mais aussi son inscription dans un contexte politique dominé par un gouvernement religieux oppressant. Quelques impressions et idées qui m'ont frappée et qui ont surgi du texte. On a l'impression que les femmes jouent sans cesse la comédie. Un rôle, car elles ne peuvent visiblement pas être elles-mêmes, un rôle dont elles n'ont pas envie la plupart du temps. Je cite un extrait. D'où est venue toute cette comédie ? Elle joue avec virtuosité le rôle de l'épouse aimante, pleine de désirs, affectueuse, jalouse. Comme les comédiens professionnels, elle contrôle complètement ses sentiments. Vous voyez, il y a même la comparaison avec
avec une comédienne. Peut-être et sûrement jouent-elles ce rôle en raison des injustices qui leur sont faites. Je pense notamment à celles faites aux femmes célibataires ou mères célibataires, ces femmes qui sont des mères célibataires car leur mari les a répudiées ou bien parce qu'il est parti à la guerre ou a simplement déserté, qui de ce fait vivent dans la précarité, ont du mal à subvenir aux besoins de leur foyer. Ce genre de femme est la cible d'hommes qui ont à dessein de trouver une femme, se marier, profiter d'elle et au moindre inconvénient, la répudier, recommencer avec une autre. Je cite encore. Il imaginait les problèmes, les scandales qu'elle aurait causés s'il ne s'était pas débarrassé d'elle, et il se consolait en pensant que son mariage lui avait procuré des moments merveilleux et ne lui avait pas coûté très cher. Il se disait que son expérience avec elle pouvait être recommencée, car les belles filles pauvres sont nombreuses et le mariage est licite. C'est comme un cercle sans fin. Et ce genre de comportement chez les hommes oblige d'une certaine façon à conduire certaines femmes à jouer un rôle, comme je l'ai dit plus haut, et même plus encore à choisir de tomber enceinte pour espérer ne pas être répudiée et bien que cela offrira un certain confort. C'est ce qui se passe notamment avec un personnage, et là où ça devient intéressant, c'est toute l'ambiguïté et ces religieux, le plus souvent les Tchèques qui se disent agir au nom de la religion. On s'aperçoit qu'ils agissent surtout en vue de servir leurs propres intérêts. Je pense à un acte horrible qui est pratiqué sur une femme à son insu, un avortement, donc non voulu, et cet acte est orchestré par des hommes se disant attachés à leur religion et tout ce qui va avec. Voilà, donc il y a un non-sens complet, une hypocrisie de l'institution religieuse. Voilà, donc je dis bien l'institution religieuse et non pas la religion, il faut bien faire la différence. Voilà, je cite là encore. La cause de la décadence du pays, c'est l'absence de démocratie. S'il y avait un véritable régime démocratique, l'Égypte serait une grande puissance. La malédiction de l'Égypte, c'est la dictature. La dictature amène immanquablement la pauvreté, la corruption et l'échec dans tous les domaines. Voilà, ça résume bien des choses que l'auteur a eu à cœur de mettre en avant à travers la vie de ses personnages. Et puis il y a aussi l'idée de vouloir s'en sortir par soi-même, comme c'est le cas pour Boussaïna, mais la société n'est pas pensée, organisée pour l'aider. Malheureusement, il y a des choix qui apparaissent plus faciles que d'autres. Voilà, c'est pour ça que ça me fait penser au naturalisme que l'on rencontre chez les personnages de Zola, notamment. Certains personnages essayent de s'en sortir, mais ils sont rappelés par leur déterminisme. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai trouvé dynamique parce qu'on passe d'un point de vue à un autre, distrayante parce que chaque individu a sa singularité, ses combats, sa propre intrigue, et donc nous sommes enrôlés dans leur quotidien. Je vous la conseille. Prochaine lecture, un roman, Miramar, écrit par Naguib Mahfouz, pardon encore une fois d'écorcher les noms, en 1993. Donc c'est un roman polyphonique où on entend à tour de rôle, ou plutôt de chapitres, la voix de chaque personnage du roman, si ce n'est la protagoniste principale. L'intrigue tourne autour de Zola, une servante de l'auberge Miramar située à Alexandrie. Dans cette auberge, ou plutôt aux alentours, va se dérouler un drame dont l'issue ne sera connue qu'à la fin. Alors à travers chaque personnage, on revit ces quelques jours, mais chaque fois avec un point de vue différent, mais aussi des pensées, des actions, qui au final apportent des éléments supplémentaires qui permettent d'expliquer le drame. Alors Zola, c'est une servante résiliente, effrontée et pas du tout soumise. Elle s'est enfuie de son village pour ne pas être mariée, de force. Je vais vous lire un dialogue qui illustre un peu sa personnalité. Donc la première personne est l'interlocuteur de Zola. Comme je n'ai pas approuvé son argument, elle a ajouté « Une fois, je l'ai entendu dire à l'un de ses amis, sans qu'il m'aperçoive, « Les femmes sont de différentes couleurs, mais elles obéissent toutes à une même loi, être un gentil petit animal sans cervelle, et l'unique moyen de le transformer en un animal domestique, c'est de le battre à coups de botte. » Elle m'a regardé avec défi, a continué. « Est-il donc honteux de vouloir une vie digne et respectable ?» J'ai fait semblant de paraître mécontent, mais au fond de moi, je ressentais une grande admiration pour elle. Voilà, Zola elle exerce une forme d'admiration chez les autres personnages.
Certains veulent la protéger, d'autres la posséder aussi. Concernant l'écriture, j'ai trouvé agréable, il y a une musicalité dans le récit, il y a des rimes notamment, il y a aussi des poèmes entre deux paragraphes, ou bien des souvenirs qui viennent entrecouper le récit, voilà, comme lors de mes lectures iraniennes finalement. Et ouais, voilà, c'est assez fréquent dans la littérature arabe que de retrouver de la poésie, et ça même dans les romans. Je cite: N'ayant rien à faire pour occuper le reste de la journée, je suis allée chez l'entremetteuse maltaise du Cléopatra, où j'ai passé, en compagnie des filles, une soirée digne des 1001 nuits. C'est beau ça quand même. À plusieurs reprises, on se croirait aussi dans une pièce de théâtre. Il y a beaucoup d'ellipses. On peut faire un parallèle avec un rideau qui se baisserait puis se relèverait pour commencer un autre acte. Dans le dialogue aussi, on retrouve cette dimension théâtrale. C'est une lecture visuelle aussi, je vous lis un passage. Elle frictionnait son visage avec une rondelle de citron en disant: J'étais une vraie dame, monsieur Amer. J'aimais la belle vie, au grand jour, le luxe, la splendeur, les beaux habits et la vie des salons. Au cours des soirées des réceptions, mon apparition ressemblait à celle du soleil. Et puis un peu plus loin, ces mots ont tinté étrangement à mes oreilles et ma tête a tourné dans un cercle magique d'1 siècle de diamètre. Je trouve ça très beau. J'aimerais beaucoup parler de la fin qui a quelque chose de risible, mais je vais m'abstenir, je ne vais pas vous spoiler. Quand je dis risible, ça concerne l'institution religieuse, bon, encore une fois. Je vous conseille ce roman, c'est pas celui que j'ai préféré, mais ça m'a donné envie de découvrir d'autres œuvres de l'auteur. C'est une lecture plaisir, agréable, même si elle ne restera pas dans ma mémoire, je pense. Ce que je retiens surtout, comme je vous disais, c'est la musicalité du texte et certains personnages attachants, comme Amer, et la protagoniste principale. Enfin, pas vraiment principale. En fait, on a accès au point de vue de tous les hommes, sauf celui des femmes, alors que l'intrigue est autour d'une femme, donc c'est un peu dommage. Bon. Le prochain roman que je vous présente est Taxi, donc écrit par Khaled Al-Khamisi en 2011. C'est le récit de 58 conversations entre des chauffeurs de taxi et des Égyptiens dans les années 2005-2006. Attends, j'ai un petit doute. Bon, à voir. Je dis roman car si certains sont des témoignages, d'autres sont probablement un peu plus romancés, voire inventés, on ne sait pas trop. À travers ces conversations, tantôt sarcastiques, tantôt enragées, tantôt philosophiques, on assiste à l'impopularité du président Moubarak sur le peuple égyptien. Alors très vite, on a l'impression de s'asseoir nous aussi dans le taxi et d'écouter notre chauffeur nous parler de ses revendications ou de nous raconter une anecdote qui nous fera rire. Certains chauffeurs sont pleins de lucidité quant à leur époque et d'autres au contraire chérissent des ambitions qui entraînent parfois le passager dans une émulsion de soulèvement politique. C'est assez variable. Prédiction peut-être quand on sait que 6 ans plus tard, le président sera renversé par la révolution égyptienne. Nous repartons avec Ala El Aswany et son roman Chicago, publié en 2009. Roman différent du précédent puisque l'intrigue a lieu dans la ville mythique de Chicago. Le roman me faisait très envie. Les personnages, dont la grande majorité sont des expatriés égyptiens, sont venus à Chicago pour étudier à l'université d'histologie. On fait la rencontre de professeurs égyptiens, dont certains ont adopté le mode de vie américain sur tous les points. Ils ont épousé une femme, ils ont des hobbies, typiquement américains, la nourriture, enfin la culture américaine. Et d'autres, au contraire, sont un peu plus nostalgiques de l'Orient et de ses plats aux 1000 saveurs, dirons-nous. Il y a aussi des étudiants fraîchement arrivés, certains s'acclimatent plutôt vite et d'autres ont déjà envie de repartir. Ce roman, c'est un peu le tiraillement entre deux cultures et ça pose des questions comme comment s'acclimater à une nouvelle culture, comment ne pas délaisser la sienne, celle avec laquelle on a grandi, au profit d'une nouvelle. Comment faire quand la qualité de vie est meilleure ailleurs, mais que notre terre est tout ce que nous avons connu? Comment ne pas oublier quand tout est réuni pour? Voilà, question ouverte. C'est une lecture que j'ai bien aimée, le style est très simple et accessible. C'est pas ça qui m'a plu, ni l'intrigue, parce qu'elle est relativement simple, la venue du président Sadat. C'est plutôt le tableau de ces vies égyptiennes expatriées dans un ailleurs et toutes les questions que cela soulève. J'ai également lu Impasse des deux palais que j'ai bien apprécié, néanmoins je n'ai pas pris le temps de prendre des notes. Je suis vraiment une piètre podcatrice.
Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Je m'améliorerai, soyez-en sûrs. Les lectures que je vous ai présentées sont majoritairement engagées. J'ai pas fait exprès, je me suis orientée vers des lectures que l'on m'a conseillées, mais je me rends compte que il y a un peu ce que j'ai trouvé dans la littérature persane qui me manque, notamment tout l'aspect mythologique, tout l'aspect magique. Voilà, parce qu'en réalité, mes lectures précédentes égyptiennes, en fait, ce sont surtout donc, de la mythologie, mais de la mythologie pure, des faits historiques, voilà, donc l'histoire de l'Égypte, de l'Antiquité à aujourd'hui. Et là, j'aimerais retrouver dans un roman, pourquoi pas, un roman merveilleux, toute cette part de mythologie. Donc si vous avez des lectures à me conseiller, n'hésitez pas surtout. Avant que l'on se quitte, j'aimerais formuler une pensée, et même plusieurs, pour Cécile Collet et son compagnon retenus en otage en Iran, dans une prison de Téhéran. Pourquoi je les évoque alors qu'il y a énormément d'otages dans le monde? Malheureusement, déjà parce que je viens de l'apprendre, et parce que nous avons discuté de l'Iran dans ce podcast, pays qui m'est très cher, pays que je trouve merveilleux, magnifique et qui est malheureusement dirigé par des tyrans. Il est impossible de le visiter et c'est très frustrant de se dire qu'on ne peut pas avoir accès à cette culture, à ce passé, à tout ce que ça renvoie, sous peine d'être enfermé. Et puis parce que voilà, Cécile Collet, elle me touche d'une certaine façon. J'ai mis des hypothèses en fait sur elle. Je pense que je m'identifie un peu. Probablement curieuse, probablement aventurière. Elle s'est peut-être passionnée par la littérature persane. Peut-être que comme moi, elle a été séduite par les vers de Thalès, de Sadek Edayat, par ses romans où fées, sirènes, djinns s'entremêlent pour guider les vivants, par tout ce folklore iranien saupoudré de magie. Peut-être qu'elle a été séduite par tout ça aussi et qu'elle a eu envie d'en découvrir plus. Donc voilà, je me dis que Cécile Collet, ça aurait pu être moi aussi. C'est inhumain et horrible de garder quelqu'un enfermé, de le priver de ses droits, de ses libertés, de disposer de sa personne comme il l'entend. Mais que surtout, faut garder espoir. Moi j'y crois fermement. Et voilà, ça me semblait important de formuler cette pensée parce que c'est un pays que l'on a évoqué dans ce podcast. Voilà pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et à bientôt!